Donc voilà, je ferai ma présentation en français et Ides fera sa présentation en néerlandais, donc c'est un peu à la mode belge, hein, bilingue mais à deux. Alors, ce qui a été demandé à Ides, c'est de vous parler des mécanismes qui fabriquent finalement les inégalités et la ségrégation. On pourrait passer une semaine ensemble là-dessus, on va passer quelques minutes. Alors, on s'est partagé le boulot et moi je vais parler d'un des mécanismes profonds dans le modèle belge, c'est le système de quasi-marché scolaire pour bien s'entendre, enfin, ou essayer de s'entendre sur ce qu'est cette histoire. C'est un triste privilège qu'on partage avec quelques pays dans le monde, hein. Je parle des pays développés. Notre modèle est très spécifique. Quand on explique ce qu'on fait à des Suisses, ils sont très très étonnés. J'étais à Genève avec des collègues, ils sont très très étonnés qu'on puisse confier l'école, par exemple, au marché. Mais c'est ce que nous faisons depuis presque 200 ans. Alors, en fait, derrière ce quasi-marché qu'on utilise très peu comme terme, sauf quand on est entre chercheurs, nous, on parle, enfin, la population parle généralement de la liberté. Parce que la liberté, c'est une notion positive. Choisir, c'est bien. Avoir la possibilité de faire des choix. Et beaucoup de parents pensent que, finalement, l'idéal, c'est de pouvoir choisir ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. On ne peut pas leur en vouloir. La question, c'est de choisir quoi et en fonction de quels critères. Assez curieusement, en Belgique, quand vous allez choisir une machine à lessiver, on vous donne des informations sur la qualité de la machine à lessiver et vous choisissez en fonction du prix et de la qualité. En Belgique, vous choisissez votre école sans aucune information, sauf le bouche à oreille et ce que vous pensez ou le type de population que vous voulez voir ou pas à côté de vos enfants, le type de cours qu'il faudrait avoir. C'est mieux d'avoir du général et commencer par là, et puis après, si ça ne va pas, on ira dans le technique et le professionnel. Donc nous travaillons finalement dans nos choix, non pas sur un modèle rationnel au sens informé par des données objectives, mais par toute une série d'informations qui nous font croire comme parents qu'il est mieux de faire telle ou telle chose et qu'il y a différents niveaux dans ce marché. Donc ça, c'est très certainement un premier aspect important. Mais à côté de la liberté des parents, il y a aussi la liberté des offreurs de services, parce que les écoles, elles aussi, vont se positionner sur un marché et essayer de privilégier le recrutement de tel ou tel élève. Certaines écoles sont dans le premier marché, c'est-à-dire qu'elles peuvent se permettre de choisir, d'indiquer le haut de gamme, hein, le fauchon de la grande distribution, si vous voulez, alors que d'autres vont être les Lidl de la grande distribution, si je garde mes comparaisons, c'est-à-dire elles vont se spécialiser dans des secteurs, dans des niches particulières. Et donc on a très très nettement, quand on observe, et je pense que Dirk a fait le job, donc merci à lui d'avoir fait ce job, on a en effet un système qui est extrêmement ségrégué en termes de population, à la fois socialement et aussi académiquement, puisque ces écoles vont aussi se singulariser. Donc notre système est finalement un système basé sur, alors un quasi-marché, je vais devoir, oula, n'hésite pas à casser le matériel, quasi-marché, parce que ce n'est pas tout à fait les conditions d'un marché, on va le voir. Mais ce qui est intéressant, et là c'est un collègue juriste qui disait ça au moment où on était en train de revoir en communauté française finalement l'organisation du système, il dit mais finalement les parents acceptent plus facilement, par exemple, qu'on définisse des objectifs généraux pour l'ensemble du système, à travers les missions de l'ensemble du système, ils sont plus enclins à accepter ce genre de choses, ils ne respectent pas trop quand on fait des référentiels transversaux, etc. Par contre, ils sont beaucoup plus à cran quand on veut essayer de limiter leur choix de l'école. Et ça, c'est assez curieux, puisqu'on préfère choisir, on ne sait pas trop bien ce qu'on veut choisir, ou bien, plus correctement, on sait très bien ce qu'on veut choisir, mais si on nous demandait de le dire, on serait un peu plus embêté. De dire pourquoi on ne veut pas cette école-là ou pourquoi on veut bien être dans cette école-là. Ce n'est pas toujours très avouable. Hop là. Alors, on a globalement, pour la communauté française, on verra pour la communauté flamande, je ne me prononcerai pas directement, mais on a plutôt en communauté française de Belgique une tendance à avoir un politique qui veut réformer. Pas révolutionner, mais réformer le système, et qui est plutôt parti sur une idée qu'il faut faire quelque chose. On a c'est assez rare dans le monde, des politiques qui endossent les résultats de la recherche et qui disent que notre système n'est pas bon, il n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce genre de choses, disant je suis responsable, mais j'admets que ce n'est pas bon. Mais dans le cadre qui est le nôtre, on va toucher à certaines choses et pas à d'autres. Et un des points, évidemment, sur lequel on peut difficilement toucher parce qu'il est constitutionnel, c'est cette liberté. Et cette liberté, elle se traduit aussi par un système
de piliers historiques, depuis que les Hollandais ne sont plus dans le parc de Bruxelles, 1830, on a un modèle qui est construit non pas sur le territoire, mais qui est construit sur les piliers transversaux que sont nos fameux réseaux d'enseignement, ce qui rend évidemment très compliqué un changement dans un système tel que le nôtre. Alors on peut faire beaucoup de choses, on peut agir à la marge. On voit dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence de la partie francophone du pays qu'on va jouer sur beaucoup de paramètres, mais le paramètre structurant des piliers, on n'y touchera pas, c'est un peu le tabou sur lequel on ne touche pas. Et ce faisant, en tout cas c'est le point de vue d'un certain nombre de chercheurs, on s'empêche d'utiliser tous les leviers et on admet qu'il est donc possible de vivre séparés mais égaux. C'est le slogan, finalement, la ségrégation raciale. Nous, c'est une ségrégation religieuse. On admet en Belgique qu'il est possible d'avoir une ségrégation religieuse. On peut se construire sur des piliers qui seraient affiliés à différentes conceptions religieuses. Par parenthèse, le jour où ce système de piliers comporterait d'autres piliers que les piliers traditionnels, laïques et catholiques, je vous laisse imaginer la façon dont la réflexion se portera. Donc, voilà. Mais pourquoi pas? Au stade actuel, pourquoi pas? Rien ne l'empêche, il n'y a pas beaucoup de raisons qu'on l'empêche. Donc, liberté, on a cette double liberté, et cette double liberté, elle va profiter davantage à certains qu'à d'autres, ça a été dit par les présentations précédentes. Et finalement, on passe d'une liberté idéologique, 19e siècle, avec des communautés philosophiques très convaincus qu'il faut une école avec Dieu ou une école sans Dieu, à finalement une liberté marchande, de chaînes, de grandes surfaces. Et les analogies qu'on peut faire aujourd'hui vis-à-vis de la grande distribution, elles ne sont pas gratuites. On peut se dire que la grande distribution n'assure pas la qualité de l'approvisionnement alimentaire de la population belge. Ce n'est pas sa mission. Un peu comme l'école devrait assurer l'éducation de tous, mais le système construit sur un marché a très peu de chances que l'intérêt général prévale. Je crois que c'est le message. Alors, je vais passer sur ces diacis, mais la communauté française de Belgique consacre une part importante à son budget. On peut toujours trouver qu'elle est insuffisante, mais c'est une part importante à son budget. Donc, il est normal qu'on soit vigilant vis-à-vis des moyens qui vont être utilisés, évidemment. Et l'enseignement obligatoire constitue une part particulièrement importante dans la part du budget d'enseignement. Donc, raison de plus pour s'intéresser à ce qu'on fait. Un élément pervers, c'est évidemment le financement par tête de pipe. Donc, on a un financement pour les établissements qui est fonction du nombre d'élèves. Est-ce que c'est une obligation? Non, on pourrait financer sans doute autrement, mais notre système fait que si vous ne prenez pas des parts de marché, et je vais continuer à utiliser des termes qui sont propres au marché, si vous ne prenez pas des parts de marché, vous n'avez pas un financement qui va avec. Une école qui doit financer un emprunt pour un bâtiment ou qui a une population d'enseignants qu'elle veut garder, eh bien, elle doit assurer l'approvisionnement en élèves. Sans quoi, son approvisionnement en moyens ne sera pas assuré, moyens humains et moyens financiers. Alors, je suis tenté de dire que le quasi-marché, ce n'est pas un vrai marché, mais c'est encore pire que le marché. Pourquoi est-ce que c'est pire que le marché? Parce que ce qui fait la différence entre un vrai marché au sens des économistes et ce que nous connaissons, il est assez fondamental, c'est nous ne payons pas pour l'école. En tout cas, en principe, nous ne payons pas pour l'école. C'est un peu comme si je pouvais me rendre dans la grande surface de mon choix et dire je prends tout ce que je veux. Je prends tout ce que je veux. Et puis je vais chez Lidl ou bien je vais chez Fauchon, je peux me fournir, ou chez Carrefour, etc. On est dans cette perspective-là où finalement, nous ne supportons pas le coût réel de ces choix-là. Et forcément, puisque nous ne sommes pas tous égaux en termes de moyens, comme nous ne sommes pas égaux ici non plus sans doute en termes de moyens, nous avons plus ou moins de moyens, mais finalement, c'est en quelque sorte l'ensemble qui paye. Les plus riches, les moins riches, tout le monde paye pour permettre à chacun de bénéficier en principe d'un service. Et on voit que ce service, il n'est pas finalement égal. Il va être fonction de ce qu'on va pouvoir tirer du modèle. C'est pour ça que je dis c'est encore plus injuste qu'un marché où on payerait finalement chacun en fonction de ce qu'on obtiendrait. Ici, on n'a pas ce prix à payer. Et puis un autre aspect qui est important et qui a été évoqué par Dirk, c'est que ça n'existe pas pour les denrées alimentaires, mais dans l'école, les produits, les élèves sont eux-mêmes contributeurs à la qualité du produit. Et c'est ces fameux effets de pair. C'est-à-dire que selon la composition, ici j'ai une classe bien sage, je ne dois pas faire la police, je ne dois pas régler les problèmes, etc., je vais pouvoir avancer.
Imaginez que dans le fond de la classe, on commence à faire du chahut, à protester, à parler à son voisin, je vais m'interrompre, mon exposé va être amputé, je ne vais pas pouvoir avancer à la même vitesse et je ne vais pas voir la même chose. Quand je verrai que ma population ici a l'air de suivre, me pose des questions et me pousse à aller plus loin, je vais m'emballer et hop, continuer à développer des choses. Si je vois dans votre regard un vide sidéral, votre ennui, etc., et puis quand je vous pose une question parce que vous ne m'en posez pas, je n'ai pas de retour, mon niveau va aussi changer. Ça veut dire qu'on a une dérive, ce qu'on appelle techniquement une dérive du curriculum qui est liée à la composition de la classe. Et ça, évidemment, dans des systèmes très ségrégés, on va avoir des groupes qui ont des caractéristiques et qui vont être soit difficiles, soit plus faciles, soit moyennement faciles à gérer, soit plus boostants pour l'enseignant, ou au contraire, qui ont beaucoup de difficultés, et on va cumuler ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que si on avait des classes hétérogènes, on y arriverait sans problème. Ça voudrait dire qu'on ne tomberait peut-être pas dans ce panneau. Mais si on n'est pas capable de gérer une classe, on risque de s'aligner sur les forts ou sur les faibles, évidemment. Donc il faut garder cette attention à chacun. Alors, le système donc, est basé sur des jugements, des familles qui vont avoir des critères qui vont les pousser à faire certains choix. Et puis il faut aussi avouer un aspect qui est un peu... Oula, c'est pareil en néerlandais, oui. Et c'est pas mieux en français. Voilà, ce que je voulais vous montrer, mais je ne vais pas y arriver, c'est, oui, la petite ligne, plus mobile, parce que certaines familles, non seulement ont des moyens financiers, mais elles ont aussi des mobilités plus grandes. Elles vont pouvoir se déplacer, choisir les écoles, ce qui n'est pas forcément possible pour tout le monde. Je pourrais même dire qu'on a aussi des écoles à pédagogie moderne, nouvelle, vous les appelez comme vous voulez, très chouettes, qui font participer les parents, on demande aux parents de venir, etc. Chouette idée. Seulement, quand on vous demande de venir lire à vos enfants, il faut avoir le temps de le faire. Il faut être capable ou se sentir capable de le faire. Et donc forcément, même quand on a plein de bonnes intentions, certaines approches conduisent à accroître encore les difficultés. Et finalement, je pense à une école dans la région liégeoise dont je proviens initialement, on a une école qui va, alors qu'elle était pensée pour être une école plutôt populaire, se dépeuple et finalement devient une école plutôt favorisée, simplement parce que ce qu'on va demander aux parents va conduire à l'exclusion par eux-mêmes, en quelque sorte, de certains. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, on a finalement un modèle de marché, quasi-marché, qui est un marché à plusieurs niveaux. On a la première compétition, et j'emprunte à ma collègue Sandrine Lothaire ici un certain nombre de dias, on a des compétitions du premier ordre, c'est-à-dire il faut capter des étudiants, assez d'étudiants pour capter des subventions. Et puis deuxième ordre, et si on peut, autant qu'ils soient bons, parce qu'ils coûtent moins cher, finalement, à gérer. Une classe apaisée, une classe dans laquelle on peut travailler, c'est moins cher en termes humains, ça me demande moins d'efforts, plus de plaisir. Et ce que DIRC montre aussi, c'est que ça va attirer, évidemment, davantage d'élèves de qualité vont aussi attirer davantage, et c'est les cercles vicieux et vertueux qu'on retrouve ici. Une école qui arrive à capter beaucoup d'étudiants, qui ne se tracasse pas pour son budget, qui peut stabiliser son équipe pédagogique, elle va aussi capter des enseignants qui ont envie d'y venir, qui sont plus qualifiés. Nous formons des instituteurs, par exemple, au master en sciences de l'éducation. C'est un problème qu'on prend au sérieux. C'est-à-dire que nous qualifions au niveau master des enseignants qui, normalement, auraient un niveau bachelier et qui vont finalement être mieux rétribués et qui vont se retrouver dans certaines écoles plutôt que d'autres. Donc on accroît encore le différentiel, finalement, en termes de qualité de ce que nous produisons comme enseignants. Et ça, c'est assez préoccupant aussi. Donc tous ces aspects-là, sont le résultat, finalement, de mécanismes de marché trop peu régulés. Alors, il y a des régulations. Alors, ça, c'est une dia qu'Ides m'a soufflé. En Flandre, on va avoir un mouvement, et je pense que c'est ce que Dirk regrettait dans la deuxième partie de cette dia. On a un mouvement qui essaye finalement de favoriser une certaine mixité avec ce décret GOC, et puis qui finalement, 17 ans après, quelque chose comme ça, se fait reprendre par un changement politique où finalement, on va démonter cette idée pour faire autre chose et la mixité ne semble plus, je vais mettre quelques précautions dans mon interprétation, n'étant pas flamand, ne semble plus être une priorité, je vais le dire comme ça, c'est peut-être même encore un euphémisme. Réguler les inscriptions, c'est vachement compliqué. Du côté francophone, ce n'est pas sans peine.
nous, on a essayé, à partir de 2007, d'avoir des décrets d'inscription. Pour les francophones, ils connaissent cet épisode où on a eu des tentes devant les établissements, puis des étudiants qui remplaçaient les parents pour faire la file. On a appelé ça aussi un peu le décret ticket boucherie, puisque le premier arrivé était le premier servi. Ça donnait une certaine idée de l'école. Et puis, deuxième décret, parce que le premier n'était pas satisfaisant, décret mixité. Lui portait ce titre-là, porté par Christian Dupont à l'époque, et donc il dit on va utiliser le fait que tout le monde ne peut pas trouver une place dans n'importe quelle école parce qu'on ne peut pas pousser les murs, pour justement essayer de favoriser cette mixité, et puis recorrection encore aujourd'hui, et cette année on est de nouveau dans un modèle qui a été modifié dans ses critères. Mais on a une certaine régulation uniquement au début du secondaire inférieur. Alors, si j'essaie de modéliser ça, j'emprunte ça à des collègues qui ont essayé de modéliser ça dans le domaine de la santé. On peut se dire que, 19e siècle, les pommes tombaient sur certains et pas sur d'autres. C'est-à-dire que l'enseignement n'était pas obligatoire, on n'allait pas à l'école et on travaillait, et puis d'autres pouvaient bénéficier d'un système scolaire qui n'est d'ailleurs pas celui que nous connaissons. On n'avait pas cet ensemble maintenant qui commence de la maternelle jusqu'à l'université. On avait un système qui était, comme ça a été dit, séparé, avec des écoles ouvrières et puis des écoles, les athénées et les collèges, qui permettaient de faire des études longues pour ceux qui pourraient se permettre de ne pas devoir travailler avant longtemps. Deuxième modèle, on a dit finalement on va donner l'accès à l'école à tous. C'est un peu ce que montre cette échelle. Mais tout le monde ne va pas profiter évidemment de la même manière. Certains vont être à la portée des branches et vont tirer les fruits du système scolaire. Et puis d'autres, ils ne vont pas en tirer le même parti, ils vont quitter l'école plus rapidement, etc. Donc ça, c'est l'idée d'égalité de traitement. C'est assez facile. Les juges aiment bien ça, tout le monde est traité pareil. Mais tout le monde n'est pas pareil. Et donc, on a aussi pu développer, notamment avec des mécanismes d'encadrement différencié, discrimination positive, ZEP, tous ces modèles-là, l'idée qu'on va donner un peu plus à certains pour atteindre les branches. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre réflexion, et la réflexion à laquelle on va être invité par l'APED, c'est plutôt ça. Alors, c'est de dire, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas plus de justice? Est-ce qu'il ne faut pas mieux penser l'arbre que de penser les prothèses pour les élèves? Donc, est-ce qu'on ne peut pas plutôt se dire, comment mettons en situation d'avoir une école à laquelle tout le monde, en quelque sorte, peut se connecter et bénéficier d'avantages qui sont les mêmes pour chacun, finalement, quelle que soit la situation. Alors, dans les mécanismes correcteurs, il y en a beaucoup. Alors, je crois que ce dont on va discuter ici cet après-midi, c'est la régulation du marché par les flux, pour une grande partie, c'est-à-dire finalement, essayons d'avancer vers la mixité, réglons en quelque sorte ce problème-là, donc comme ma quatrième dia, en disant aménageons l'école pour qu'il n'y ait pas de ségrégation. Les autres mécanismes visent plutôt à du correctif, c'est-à-dire, je vous ai parlé déjà de l'encadrement différencié, etc., c'est plutôt des politiques compensatoires, on les appelle très souvent compensatoires, parce que ce qu'on fait, c'est essayer de soutenir les victimes de l'école, et j'ai même ajouté libéral au sens de marché, donc de système de marché. On peut aussi jouer le marché contre le marché, finalement, en ayant des fonctions incitatives du financement, en disant si vous faites ceci, alors, pour tel public, alors vous avez plutôt des avantages. Si vous avez un public mixte, alors vous êtes avantageux. Donc on peut imaginer des fonctions incitatives, c'est encore une autre façon de penser les choses. On a aussi évoqué les plans de pilotage. On peut piloter par les résultats et on peut dire ça ne va pas, les amis. Voilà les résultats auxquels vous arrivez. Quels étaient vos objectifs? Où en est-on? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on peut être plus ou moins dur. On peut avoir des modèles très durs avec des systèmes de failing schools. Vous n'atteignez pas les résultats, on peut fermer, changer la direction, ou des modèles plus souples. Je ne suis pas en train de faire l'inventaire de ce que nous avons en Belgique. Je suis en train de faire l'inventaire de mécanismes auxquels on peut certainement penser. Et puis, certains ont pensé, notamment en France, en 1981, quand on a lancé les zones d'éducation prioritaire avec l'arrivée au pouvoir des socialistes, dire en fait, ce n'est pas si grave que ça. Mieux vaudrait des écoles populaires, en fait. La meilleure façon de traiter, c'est-à-dire on ne va pas lutter contre la ségrégation, on va faire des écoles, des laboratoires dans lesquels on va mieux traiter, on va travailler avec les moins favorisés du système, on va faire d'autres écoles, on va y penser autrement. Voilà un certain nombre de choses. C'était simplement pour essayer de situer l'endroit où on va s'adresser. Je pense que ce dont il est question à l'APED, c'est de dire, en fait, on va essayer de ne pas avoir des écoles ségrégées, et pour ce faire, il faut qu'on réfléchisse à l'affectation et au choix des élèves, mais il y a d'autres solutions. Alors, on en a essayé plusieurs. L'éducation prioritaire, on voit que ça marche
Pas vraiment, dans presque aucun pays, parce que généralement, on n'y met pas assez de moyens, et puis que ça continue à être ségrégatif. De la même manière qu'on a, nous, en 71, dans la partie francophone, mais dans les deux parties du pays d'ailleurs, inventé l'enseignement spécialisé, qu'on appelait spécial à l'époque. Alors c'était très chouette à l'époque, parce qu'on s'était dit, mais il faut scolariser tout le monde. Et je pense que ceux qui ont imaginé cela, ils étaient plein de bonnes intentions. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement, le handicap a quitté l'école. On ne rencontre pas d'enfants handicapés. Moi, je n'ai jamais rencontré dans mon école d'enfants ayant un handicap. Ils avaient été évacués très vite. Ouais. Et donc, c'est aussi un mécanisme ségrégatif. D'accord ? Donc, il faut aussi penser ces différents autres mécanismes ségrégatifs. Notre système, il n'y a pas d'autre façon de le décrire, c'est un système basé sur la ségrégation ou la séparation, comme dit Nathalie Mons, par exemple. D'accord ? Donc, on a un système qui, fondamentalement, n'aime pas la différence. Et nous avons malheureusement des enseignants qui, pour la plupart, considèrent qu'ils sont très désarmés face à un public hétérogène. Et hétérogène, quand on regarde ce que ça veut dire chez nous, ça veut dire pas grand-chose d'hétérogénéité si je compare à d'autres pays où on ne va pas mettre en œuvre ces mécanismes ségrégatifs. Alors est-ce que nos enseignants sont plus bêtes que les autres ? Je ne le crois pas. Fondamentalement, je ne le crois pas. Est-ce qu'ils sont moins armés que les autres ? Peut-être bien. Parce que ce que nous leur donnons à voir, c'est vivre dans un système qui est ségrégatif. Donc il faut aussi repenser ça, et je le dis volontairement parce qu'on est impliqué dans la formation initiale des enseignants et qu'on la réforme pour la partie francophone à partir de la rentrée. Alors il ne suffit pas d'éviter les ségrégations, je l'ai dit, c'était un peu le modèle avant 71. Il y avait des enfants handicapés dans les écoles, mais ils étaient traités comme pas grand-chose, ou on les assemblait dans des classes, ou on les laissait sur le côté. Lutter contre la ségrégation au niveau de l'établissement suppose qu'on lutte aussi contre la ségrégation dans l'établissement, qu'on ne fasse pas des classes de niveau. Si c'est pour refabriquer des classes de niveau après, on a perdu. D'accord ? Donc c'est gérer le problème et c'est un problème, l'hétérogénéité, c'est pas facile, gérer cette composante. Il y a d'autres mécanismes pervers que le marché. Tout n'est pas à mettre sur le dos du marché, mais tout est à mettre sur le dos sur notre conviction qu'il faut séparer. Je crois que c'est ça l'idée. Le marché n'est jamais qu'une voie particulière qui nous permet de faire cela. Et ce qu'IDES va vous présenter tout de suite après en vidéo, c'est d'autres mécanismes qui font qu'à l'intérieur des écoles, au-delà du marché, on est encore capable d'accroître la ségrégation. Il faut évidemment réfléchir aux conditions d'accès, donc de penser comment on accède à l'école, comment on peut mesurer la ségrégation, comment on peut la traquer. Les statistiques, comme leur étymologie l'indique, c'est ce qui permet à l'État, l'intérêt collectif, de gérer les choses et de s'appuyer sur des éléments pour nous faire avancer. Donc il est important d'avoir de bonnes mesures de la ségrégation qui nous permettent de dire, comme Dirk a pu le montrer, en Belgique francophone par rapport à d'autres pays, en Belgique flamande par rapport à, etc. Et c'est très important d'avoir ces données-là, même si ça ne suffit pas pour convaincre. Elle ne convainc pas les enseignants toujours, mais nous, ça nous permet en tout cas de voir où on en est et de tracer le chemin. Et évidemment, il faut vérifier l'atteinte des objectifs, ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs. Et pour la partie francophone, je partage partiellement l'optimisme de dire que, ayant des objectifs, on peut voir si on y est ou si on n'y est pas. Et donc, les plans de pilotage, pour une part, c'est intéressant. C'est aussi, pour une part, ce qui fait grincer les dents de certains dans la partie francophone du pays. Et on dit bureaucratique. Non, pédagogique. Pas bureaucratique, pédagogique. C'est le pilotage, ce n'est pas de la bureaucratie, ce n'est pas de l'administratif. Ça demande des actions administratives, certes, mais c'est du pédagogique. Ou alors il faut croire que piloter un établissement, ce n'est pas du pédagogique. Dernière dia pour terminer. Est-ce que l'effet des ségrégations est important et stable en Belgique francophone ? Je vous donne juste un travail qu'on a réalisé avec 3 autres universités, sur 3 universités, parmi les 6 francophones. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque ? On a regardé, en fonction de l'école secondaire d'origine, quelles étaient les chances de réussite en bac 1, bac 2 et bac 3, donc première, deuxième, troisième année. C'est en 2012 qu'on a fait ça, à l'époque où c'était plus facile de savoir quand on était en première année, deuxième année ou troisième année à l'université. Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué. Ça va redevenir plus facile, mais c'était devenu très compliqué. Qu'est-ce qu'on a ? Classe 1 à 5, ce sont les 25% des écoles qui vont être aidés à travers les mécanismes d'encadrement différencié et qui scolarisent majoritairement des élèves socio-économiquement défavorisés. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'indice. Classe
6 à 10, c'est les 25% suivants, et ainsi de suite. 16 à 20, c'est les écoles les plus favorisées dans le système belge francophone. Voilà pour vous donner ça. Les 3 universités, je présente les résultats de la même manière. BA1, première année de bachelier, en haut de mon écran, et donc 20%, ça veut dire votre chance de réussir votre année en 2 sessions quand vous êtes en première année, 20%. D'accord, dans cette université-là. Un peu plus faible dans la 2e université, 16%, un peu plus élevé dans la 3e université. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est lié aussi au fait que certaines universités ont des examens d'entrée pour les sciences appliquées, il y avait des sélections en médecine, et donc selon la composition de l'université, les taux de réussite peuvent varier. Mais globalement, il faut retenir 20 à 40%. OK. Les classes les plus favorisées, les écoles les plus favorisées, 54,9%, c'est-à-dire plus de 2 fois et demi, 54,9. Je n'ai pas de pointeur, mais hop là, au-dessus, 54,9. L'université suivante, on passe de 16,40 à 45,80, et la dernière, on passe de 41,91 à 61,90. Ça, c'est la première année, en fonction uniquement du fait que je connais votre école secondaire et l'indice socio-économique de l'ensemble des élèves de cette école, pas le vôtre. On s'est dit, tiens, et les boursiers? Les boursiers, c'est le tableau en dessous. Mêmes universités, votre chance de réussite, si vous êtes boursier 31,60 dans cette université-là, 40,60. 28, 43, 45, 57. Et donc, l'indice qui vous est très propre, c'est-à-dire le fait d'être boursier, ça tient compte de votre situation à vous, est moins discriminant que l'école secondaire dans laquelle vous avez fait vos études, dont vous êtes sorti. Et est-ce que ça persiste? Ben oui, regardons en 3e année ce qui se passe. On passe de 66,70 à 87,50, 68,60, 79. La 3e université semble remettre les compteurs à jour en quelque sorte. Mais pour 2 des universités, le stigmate de votre école d'origine reste 3 ans après, alors que vous êtes passé par les fourches codines de la première année. Si vous étiez dans une école très défavorisée, vous avez 20%, ça veut dire que 80% n'ont pas passé le cap, en tout cas pas en une fois. 54, 66, donc le filtre reste. Et donc, finalement, je pense que c'est une démonstration assez lourde. Alors, tout le monde ne va pas à l'université, hein, je ne dis pas que c'est la seule démonstration, mais ça veut dire que nous qui ne connaissons pas les élèves quand nous les recevons à l'université, ils restent marqués par l'école secondaire dont ils proviennent, et de façon majeure. Et pourquoi? Parce qu'il y a une ségrégation, que les écoles secondaires ne sont pas égales. Et ça nous amène évidemment à discuter, faut-il sélectionner à l'entrée des universités? Avec un modèle comme ça veut dire on signe la prolongation d'office. Est-ce qu'il faut aider les étudiants à l'université? Oui, très certainement, parce que nous avons compensé. Est-ce que c'est malin de compenser à l'université ce qu'on n'a pas fait dans le secondaire? Non, pas trop, parce que ça va être très coûteux par rapport à ce qu'on a pu faire en amont. Quand on doit réagir plutôt qu'agir à la base, ça va être très coûteux. Voyez? Donc notre modèle ségrégatif, il marque pour longtemps nos élèves qui deviennent des étudiants. Et je vous passe, je n'ai pas fait les calculs sur ceux qui ne deviendront jamais étudiants à l'université. Évidemment, on est encore dans les privilégiés des privilégiés. Voilà, je vous remercie.